Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, je vais commenter un article ici sur lequel je suis d'accord avec le fond, mais pas avec la forme. Le message de cet article, je le comprends, d'accord? Il est toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. Mais la forme aujourd'hui, vous allez voir que cet article est un tout petit peu vieilli. J'aurai 2-3 critiques par rapport à la forme ici. Mais le message en filigrane, c'est ce qu'on devrait retenir. Donc, l'article a été écrit dans un contexte bien particulier, la pandémie. Et l'article a été écrit par Philippe Leblanc, qui est gestionnaire de portefeuille à Côte-Sang, qui était une firme de gestion de placement ici. Il a également écrit plusieurs livres. Son père également a écrit plusieurs livres, donc vous pouvez aller voir ça. Tapez Côte-Sang, vous allez retrouver l'information. Donc, l'article dit ceci. Dans le contexte, donc la situation dans laquelle l'entreprise, l'article a été écrit, l'évaluation d'un titre n'est pas le plus grand risque. Donc, il pense que évaluer une entreprise, ce n'est pas le plus grand risque. Donc, c'est peut-être pas la chose la plus importante, la plus déterminante lors du processus ici d'acquisition d'un titre. Alors, on va expliquer, ok? Donc, je pense que c'est important, c'est très important, l'évaluation. Mais ce n'est pas, c'est pas le plus déterminant. Et je pense que enfin, la façon dont il explique, je comprends à peu près ce qu'il veut dire. Alors, on va le lire, d'accord? Alors, pendant que je lis, je vais également commenter l'article, ok? Dans des conditions économiques normales, je tends à croire, l'article a été écrit à la première lettre, donc c'est l'auteur qui parle de son expérience. Je tends à croire qu'un des plus grands risques qui guettent les investisseurs est lié à l'évaluation d'un titre. Lorsque les choses vont bien, les investisseurs ont tendance à projeter les conditions économiques et la croissance rapide d'une entreprise dans le futur. Et ça, c'est vrai. On a tendance à se projeter dans le futur ici quand tout va bien. On extrapole les revenus, la croissance des revenus, etc. Vous allez constater ici que c'est quelque chose que j'ai tendance à ne pas trop faire. On achète une compagnie de croissance à un prix qui n'implique pas la croissance parce que la croissance est généralement incertaine. Et ce qui nous intéresse même sur cette croissance-là, c'est d'où est-ce qu'elle va provenir, quelle est la probabilité pour qu'elle survienne. Et c'est sur cet élément-là qu'on devrait travailler plutôt que quel volume de croissance on aura. OK? Donc, parce que si on découvre qu'on a une entreprise ici qui a une taille de marché de 100 millions, qui vend un produit que tout le monde demande ici et qui n'est localisé en Amérique du Nord et qui a présentement un chiffre d'affaires de 1 million sans concurrent, il y a de grandes chances qu'il y ait une croissance très élevée pour cette compagnie-là. Bêtement, comme ça, vous pouvez avoir la réponse. Okay? Maintenant que la croissance soit de 15, 20, 30, 20, 70% sur les 2-3 prochaines années, ça, c'est accessoire. Okay? On veut déjà l'acheter pour ce qu'elle vaut aujourd'hui. C'est bien d'avoir de la croissance, mais est-ce que les bénéfices sont durables? Est-ce qu'on aura des revenus récurrents? OK? Cela se traduit régulièrement par des évaluations excessives pour de nombreux titres, particulièrement ceux de sociétés qui œuvrent dans des industries de croissance. Et on parle d'évaluation. Et quand on parle d'évaluation, ici, il va vous donner ces critères. Même si nous ne vivons définitivement pas dans des conditions économiques normales, je constate que de nombreux titres de sociétés de croissance s'échangent à des ratios d'évaluation particulièrement élevés. Voici un échantillon des titres qui me semblent évalués en fonction d'attentes de croissance future rapide. Donc, l'article a été écrit en juin 2020 et il mentionne Amazon, Netflix, Tesla, Chipotle et Zoom. Nous sommes en quelle année? 2024, en avril 2024. Plus ou moins quelques mois, à 2 mois près ici, on aura à peu près un article qui date de 4 ans. 4 ans plus tard. Amazon, est-ce qu'on peut littéralement dire qu'Amazon à ce prix, il était surévalué? Amazon, entre-temps, a fait un split, donc, on a fait un 20 pour 1. Donc, pour une action détenue, on vous donnait 20 nouvelles actions. Donc, ça veut dire ici que le prix a été divisé par 20. D'accord? La valeur ne change pas. Parce que le nombre d'actions on a augmenté, le nombre d'actions a été multiplié par 20, donc le prix par action diminue, baisse de 20. OK? C'est ce qu'on appelle généralement ici un split. OK? Donc, on prend ceci. Voilà. Normalement, par rapport au prix actuel, en 2020, $2647 correspond aujourd'hui à
Ça correspond aujourd'hui à 132 dollars l'action. Allons voir Amazon à ce prix-là, à cette période. AMZN. Amazon à cette période-là, juin 2023, juin 2020, juin 2020, ici, voilà, à cette période-là, on a à peu près, oui, c'est ça, hein, on a à peu près ce niveau de prix-là, plus ou moins, 135, on a à peu près à ces niveaux-là, ok? Oui, c'est ça, c'est juin. On a à peu près à ces niveaux de prix-là. Aujourd'hui, si on avait acheté à ce niveau de prix, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on a à peu près une croissance moyenne de 8%. Ce qui n'est pas mal, n'est-ce pas? Entre-temps, il vous mentionne dans l'article, ok, on va revenir ici. Amazon avait un bénéfice par action de 18,66 $ en 2020 et on s'attendait ici à un bénéfice par action de 37,72 $ par action en 2021. Je rappelle ici que vu qu'on parle de bénéfice net par action, il faut le diviser par 20 vu qu'on a fait un split. Ok, donc ici ça correspond à presque 2 dollars par action, quelque chose comme ça. 2021. Elle a réellement obtenu combien en 2021? En 2021, elle a obtenu 3,24 $, donc à peu près une soixantaine de dollars, plus que ce qui était attendu. On s'entend qu'à cette période-là, ces entités-là ont clairement surpris par rapport à la croissance. On s'attendait à ce que l'économie soit fermée et qu'elle souffre un tout petit peu. Et vous allez voir ici que c'est l'impression que l'auteur avait lorsqu'il écrivait cet article-là, c'est ce qu'il pensait. D'accord? Il se disait que ces entreprises-là vont être... elles vont souffrir, elles vont avoir tendance à souffrir par rapport à la pandémie. Ok? Or, ce n'était clairement pas le cas. Au contraire, c'est exactement le type d'entreprise qui était recherché pendant la pandémie. Donc, on ne va pas faire toute la liste ici, mais vous constatez que Amazon, aujourd'hui, s'est très bien comporté, reste sous-évalué selon moi. Et il y a une chose qu'on oublie sur Amazon, c'est que Amazon est encore en croissance. Donc, les marges actuelles ne sont même pas encore les véritables marges du business, de l'entreprise. Elle pourrait avoir des marges bien plus élevées que ça. Et ça, le BPR ne le prend pas en considération. En restant prudent, en se disant que... Parce que j'ai fait plusieurs années avant d'acheter du Amazon parce que je réfléchissais exactement comme ça. Ça me posait la question. En fait, Amazon, il faut l'évaluer d'une autre façon. Et il faut aller rechercher l'information par rapport aux marges attendues en état stationnaire. Ça, il faut lire, il faut écouter les conférences calls pour avoir à peu près un avis de ce que le management pense par rapport à ces marges-là. OK? Donc, Amazon a un ratio coût-bénéfice ici de 70 $ par action en 2021. En réalité, si vous regardez par rapport à ce qu'on produit aujourd'hui, c'est... voilà, on va se dire que c'est peut-être même... le ratio réel était peut-être de 20 fois les bénéfices. OK? Alors, Netflix également s'est très bien comporté. Vous vous souvenez bien, Netflix à la même période, je pense également que Netflix, est-ce qu'on a fait un split ici, si je ne me trompe pas? Non. Juin 2023, c'est ça? 2020. Donc, Netflix également est à ce niveau-là. C'était quand même, on va s'entendre que sur Netflix, oui, c'était élevé sur le moment, mais vous aurez pu acheter Netflix à ce niveau-là et faire quelque chose d'assez correct. Mais on s'entend que, voilà, payer 90 fois les bénéfices pour ce genre d'entreprise, c'était assez élevé. Là, je suis d'accord avec lui. Et le marché nous a présenté une opportunité d'investissement à 20 fois les bénéfices. Pendant ce temps, tout le monde pensait à la fin du monde. La vidéo est disponible sur la chaîne où on parlait de Netflix exactement à cette période et l'entreprise était extrêmement sous-évaluée. Netflix avait un first mover advantage. Oui, la compétition avec les autres entités dans le domaine du streaming, mais Netflix a quelque chose que les autres n'ont pas. Les data. Son algorithme est bien plus puissant que les autres. Et même quand vous comparez ici avec Disney qui avait de plus en plus d'abonnés, or, la plupart des gens s'intéressaient à la mauvaise information. Le nombre d'abonnés, certes, c'est important, mais c'est le revenu par abonné qui compte. Si j'ai 1 million d'abonnés avec 100 $ par abonné et que vous avez par exemple ici 10 millions d'abonnés avec 1 $ par abonné, en fait, c'est moi qui je vaux bien plus que vous. Parce que chacun de mes 1 million d'abonnés me paye 100 $ à l'abonnement annuellement. Donc, j'ai 100 millions. Alors que toi, avec tes 10 millions d'actions, avec tes 10 millions d'abonnés, tu ne peux que générer 1 $ par abonné. Vous voyez? Et quand vous regardiez bien Disney, à cette période-là, Disney était sur la croissance du nombre d'abonnés. Donc, le revenu par abonné diminuait. Et pour quelqu'un qui a l'habitude de lire sur cette activité, vous savez que ce n'est pas l'information la plus importante parce qu'il faut... C'est vrai que, disons, le contenu, etc., mais il faut investir de plus en plus dans le nouveau contenu. Ce sont des anciens contenus. D'accord?
Il faut investir sur un nouveau contenu, améliorer l'infrastructure. Et moi, j'ai testé Disney+, et bof, pas intéressant du tout. Je suis revenu à Netflix tranquillement. OK? Et vous avez constaté ici que l'évaluation à ce niveau-là était assez élevée. On est d'accord. Le marché nous a présenté une opportunité d'investissement. On ne va pas faire toutes les entreprises ici. En réalité, il va vous dire ceci. L'évaluation est très importante quand on essaie d'acheter une compagnie. C'est important. Mais au-delà de cette évaluation-là, selon moi, il faut questionner la possibilité de maintien, la probabilité d'obtention de cette croissance attendue dans le futur. OK? La possibilité d'augmentation des marges ou bien de maintien de marges actuelles. Donc, Tesla, c'est la même. Tesla, on en a parlé tous les jours. Aujourd'hui, tout le monde en dit « Ah, Tesla, c'est la fin du monde. » Rappelez-vous, moi, j'ai toujours dit Tesla, c'est une centaine de dollars, pas plus. Ça n'a pas changé depuis la nuit des temps. Et on reste toujours sur les mêmes informations. D'accord? Parce que ce qu'on me donne ici aujourd'hui, je ne paye pas ça à ce prix. C'est un vendeur de voitures. À rajouter le robot taxi, ce que vous voulez, mais je l'achète comme un vendeur de voitures, point barre. On va peut-être attendre une centaine de dollars. Tôt ou tard, ça va arriver. Et rappelez-vous, en juin, à cette période-là, tout le monde, on a fait, enfin, split, il faut prendre en considération le split ici. On a fait 5 pour 1, on a également eu un 3 pour 1 ici. Donc en réalité, on a peut-être eu, l'action a été divisée ici par 15. OK? Donc, le Tesla, en date d'aujourd'hui, il faut faire x15. Donc, 142 dollars aujourd'hui. OK? C'est par rapport à la période où l'article a été écrit. En réalité, c'est 2130 dollars. OK? Donc, si on le prend ici en juin 2020, ici, voilà, c'est 2130 dollars par rapport à ce qu'on avait sur cet article-ci, à peu près. D'accord? Donc, on s'entend que à cette période-là, Tesla se négociait à 250 fois les bénéfices. On attendait 90 dollars, 90 fois les bénéfices en 2021. Ça correspond également à quoi? Quand vous achetez une entreprise ici, à 90 fois les bénéfices, en réalité, vous recherchez un rendement de 90%. Tant mieux si vous pensez que les marges vont augmenter. Parce qu'ici, c'est à marge par rapport aux bénéfices attendus. Or, ça ne prend pas en considération l'augmentation des marges ou bien une anticipation ici d'une croissance exceptionnellement élevée. OK? Donc, Chipotle également, moi je pense que Chipotle au prix actuel, si on reprend l'exemple de Chipotle, CMG, Chipotle au prix actuel, c'est combien là? C'est extrêmement élevé. Même s'il y a une certaine croissance à attendre ici, on va se dire ici, c'est un business qui pourrait apporter 80 dollars par action, 25 fois les bénéfices par rapport à la croissance attendue. On est aux alentours de 2000 dollars. Même, bon, extrêmement, c'est exagéré, mais voilà. C'est un business qu'on vous a proposé aux alentours ici voilà, à tout casser. C'est une entreprise qui s'est changée ici à peu près à 25 fois les bénéfices à une certaine période. OK? Donc, pour revenir à notre exemple par rapport à l'évaluation, oui, c'est important. Mais le plus déterminant ici, c'est la capacité de l'entreprise, le business model de l'entreprise qui va pouvoir... la capacité du business model de l'entreprise, on va le dire comme ça. D'accord? Est-ce qu'on a un business model assez solide pour pouvoir justifier ce prix-là, pour pouvoir justifier ce niveau d'évaluation-là à long terme? 90 fois les bénéfices, ce n'est pas justifié si la croissance ne se réalise pas. Hein. OK? Et c'est pour ça que je préfère toujours rester prudent. Vous avez vu sur tous ces exemples-là, tôt ou tard, l'entreprise, on appelle ça, le prix proposé ici, le marché nous propose toujours un prix assez intéressant. Ne vous précipitez pas sur les occasions d'investissement en date d'aujourd'hui, surtout quand les niveaux d'évaluation sont très, très élevés. Je vous ai dit ici que je n'étais pas très d'accord par rapport à la forme de l'article, parce que quand on va regarder Amazon, Netflix, d'accord, surtout pour ces deux-là, peut-être même Chipotle également ici, on a plutôt, à ces prix-là, on avait plutôt des prix, on avait plutôt des éléments assez intéressants, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas pris en considération ici, c'est la possibilité d'augmentation des marges. OK? Ça, il ne faut pas l'oublier. Et si vous allez regarder sur ces différentes entreprises-là, on a eu une croissance des marges ici. OK? Mais le fond est bon. OK? Si vous, en tant qu'investisseur, vous n'achetez pas les entreprises qui se négocient à plus de 25 fois les bénéfices attendus sur les 12 prochains mois ici, ou bien à plus de 40 fois les bénéfices, c'est selon vous ici, d'accord? Il y a de grandes chances qu'à long terme, vous ayez des rendements intéressants. Enfin, si vous achetez la qualité, bien sûr, faites attention. Mais n'oubliez jamais qu'il ne faut pas juste se limiter à un quelconque ratio.
Il faut parfois aller au-delà de ces ratios-là en se disant, OK, c'est 70 fois les bénéfices, certes. Est-ce que le business model est bon? Est-ce qu'ils peuvent augmenter les prix? Parce que est-ce qu'ils peuvent augmenter les prix? Est-ce qu'ils peuvent augmenter les marges? Et très souvent, c'est une information que les ratios ne vont pas vous donner. J'espère que vous me comprenez jusqu'ici. Vous conviendrez que de telles évaluations sont particulièrement élevées et qu'elles représentent un risque important pour les investisseurs qui détiennent de tels titres. J'ai pointé ces 5 sociétés du doigt parce qu'elles me paraissent représentatives de nombreux autres titres. N'oubliez pas également que ce n'est pas parce qu'une entreprise aura un ratio coût-bénéfice très bas qu'elle sera forcément sous-évaluée. Encore une fois, on questionne le business model, les opportunités de croissance, de maintien des marges. OK? Les chiffres peuvent vouloir dire une chose et son contraire en même temps. Faites très attention. Ne vous abandonnez pas clairement aux chiffres ici. Donc, c'est pour ça, par exemple, que quand quelqu'un va payer 40 fois les bénéfices pour une entreprise, OK, c'est 40 fois les bénéfices actuels. Sur les 12 prochains mois, OK, est-ce qu'on a on a une augmentation des marges? Si nous avons un marché élevé, je vais questionner la concurrence. Parce qu'il y a des entreprises, par exemple, Visa et Mastercard, je vous avais fait une vidéo la dernière fois pour vous dire qu'à ce prix-là, je les achète. Parce que le marché est énorme et parce qu'elles sont leaders sur ce marché-là. Et on a parlé des risques. Et je vous ai parlé d'une éventuelle consolidation dans ce secteur d'activité. Et ça n'a pas manqué. Capital One et Discovery vont fusionner. Ça a réduit le nombre d'émetteurs de cartes de crédit, aux États-Unis. Et avec la loi, si la loi attendue, la loi qui obligera les entreprises ici, les compagnies bancaires à proposer d'autres services de cartes de crédit, d'autres réseaux de cartes de crédit autres que Visa et Mastercard. Donc, si vous proposez 2 réseaux de cartes de crédit, si vous avez déjà proposé Visa, vous ne pouvez pas proposer Mastercard. Vous pouvez proposer Visa, Mastercard et American Express, par exemple. Mais vous ne pouvez pas proposer, vous pouvez proposer Visa, Discovery et American Express, mais vous ne pouvez pas proposer ici Visa et Mastercard plus American Express plus Discovery. En fait, dans la liste, Visa et Mastercard ne peuvent jamais se retrouver dans la même banque. Si vous proposez une, vous ne proposerez pas l'autre. La loi n'est pas encore passée. Mais si elle passe, ça peut être un risque à long terme. Mais bon, le monde est vaste. Visa et Mastercard, ce n'est pas que les États-Unis, mais c'est quand même un gros marché. OK? Donc, on continue. Il me semble toutefois que le risque lié aux évaluations ne représente pas le plus grand risque pour les investisseurs dans le contexte actuel de pandémie. OK? Rappelez-vous, cet article a été écrit dans un contexte bien particulier et pour lui, le risque d'évaluation n'est pas le plus élevé. En effet, nous traversons présentement une période de haute incertitude. Nul ne sait quel sera l'état de l'économie dans 1 an, voire 2, car cela dépendra en grande partie de l'évolution de la pandémie. Nous savons maintenant, 4 ans plus tard. Okay? Mais à cette période-là, tout le monde annonçait la fin du monde. Vous aviez un pétrole des futurs à moins 0. Enfin, excusez-moi, il n'y a pas de moins 0. Avec un prix inférieur à 0. Les futurs du pétrole étaient inférieurs à 0. Donc, c'était une période exceptionnelle pour acheter des compagnies comme Total Energy, que vous adorez. Mais pourtant, certains ne l'ont pas fait. Vous voyez parfois que le marché n'est pas rationnel. OK? Le marché n'est pas rationnel. Il n'est pas non plus efficient. Enfin, on va le dire comme ça. Et c'est la raison pour laquelle il y a des opportunités d'investissement. Pas tout le temps, pas énormément tout le temps, mais très souvent, dépendamment des secteurs d'activité, il y a des opportunités d'investissement. OK? Nul ne sait quel sera l'état de l'économie dans 1 an, voire 2, car cela dépendra en grande partie de l'évolution de la pandémie. Vivrons-nous, oui ou non? Une deuxième vague de contagion? Pourquoi pas? D'accord? Donc, je l'ai peut-être mal lu ici. Donc, il a posé la question de savoir, vivrons-nous, oui ou non, une deuxième vague de contagion? Les scénarios envisageables passent d'une sévère dépression à une forte reprise économique dès la fin 2020. Dans ce contexte, j'estime que le plus grand risque pour l'investisseur est la possibilité que certaines de ces entreprises ne passent pas à travers la crise actuelle, qu'elles fassent faillite. Les entreprises qu'il a mentionnées tantôt, je n'aurais pas été d'accord avec lui sur Netflix, sur Amazon. Tesla, ça dépend. Parce que je me souviens qu'en 2020, à cette période-là, j'étais très pessimiste sur Tesla. Elle ne s'autofinançait pas. Mais elle nous a prouvé que c'était complètement faux. Chipotle, clairement, elle pouvait s'autofinancer. Mais le problème ici, c'est que vu que l'économie était fermée,
ces entreprises-là ne dégageaient pas beaucoup d'argent, mais attention, on n'a pas pris en considération ici la livraison, qui a littéralement explosé. OK? Donc, ça a permis à ces entreprises même d'investir massivement ici vers vers l'infrastructure ici liée à la livraison. Uber Eats a très bien fonctionné. Donc, je pense que dans cette évaluation-ci, dans ce raisonnement-ci, il y a un pan de l'histoire qui a été oublié. Et ce n'est pas plus grave que ça, parce que nous, d'accord, si quelque chose comme ça arrive à nouveau, il faut toujours voir l'histoire. Dépendamment ici du raisonnement qu'on aura, ou bien de l'histoire qu'on va avoir tendance à raconter, quand je parle de l'histoire ici, par rapport à la thèse d'investissement ici, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on a est-ce qu'on a posé toutes les questions, toutes les bonnes questions, on va le dire comme ça. Si l'économie est fermée, on s'entend aujourd'hui que mais c'est normal qu'Amazon se comporte très très bien, mais peut-être quand il écrivait cet article-là, on ne s'attendait pas à ce que le gouvernement distribue autant d'argent aux particuliers. Et donc, ils se sont retrouvés avec un pouvoir d'achat assez élevé. Et vous avez remarqué que les activités ici dans les endroits fermés étaient interdites, mais dans les endroits ouverts, ces activités-là étaient autorisées. Donc, les entreprises ici qui vendaient des produits d'extérieur ici se sont très bien comportées. Le prix du bois a augmenté. Tout simplement parce que les gens qui étaient à la maison se sont mis à rénover leurs appartements, leurs biens immobiliers. Personne ne pouvait... En fait, c'était difficile d'imaginer que certains secteurs considérés comme cycliques pouvaient bien se comporter. OK? Donc, déjà plusieurs sociétés qui étaient en difficulté avant la pandémie se sont placées sous la protection de la loi sur les faillites, dont Hertz qui est sorti, qui est un nouveau coté en bourse, je pense bien. Puis, quand une entreprise fait faillite, ça ne veut pas forcément dire qu'elle va forcément mourir. OK? Pierre One, je pense qu'il vendait des biens immobiliers, de l'immobilier de luxe, du mobilier de luxe, d'accord, du mobilier de luxe. Neiman Marcus qui était, je pense, un department store. Whiting Petroleum ici, bon, c'est le secteur du pétrole, etc. Je pense qu'également ils sont revenus. JCPenney qui était un department store également. Les department stores sont des magasins, ce sont des types de commerce que Amazon a tué en premier. OK? Donc, d'autres suivront sans doute au cours des semaines et des mois à venir quand l'article est écrit en 2020. Les industries les plus à risque sont celles dont on a déjà beaucoup entendu parler. Le commerce de détail traditionnel. Ça, c'est ce qu'ils pensaient à cette période-là. Or, on sait aujourd'hui que certaines entités dans le commerce de détail traditionnel se sont très, très bien comportées. La restauration. La restauration s'est très bien comportée pendant la pandémie. Il n'a pas pris en considération les livraisons qui ont littéralement explosé et ont permis à ces entités-là de survivre. Les spectacles, le divertissement, on s'entend que de ce côté-là, c'est mort. Les salles de spectacle étaient fermées, notamment, vous allez voir ici avec des entreprises comme Live Nation, qui est une belle entreprise. Mais Live Nation aujourd'hui, après la pandémie, Live Nation a augmenté les prix. Et donc, c'est mis en phase de rentabilité. Alors qu'elle aurait peut-être repoussé cette phase de rentabilité-là peut-être dans 5-10 ans. Donc, son but était peut-être de s'autofinancer en date d'aujourd'hui. Mais Live Nation est une machine de guerre. Cette entreprise-là est extraordinaire. Mais je continue à croire que Netflix pourrait à peu près... excusez-moi, pas Netflix, mais Spotify pourrait à peu près... bouffer un business, une part le business concernant ici les tickets de concert. Spotify pourrait le faire. D'accord? Par exemple, il y a une artiste que j'attends à Montréal. Sur Spotify, j'ai écouté sa musique et on m'a proposé ici, vu que l'application c'est que je suis à Montréal, on m'a proposé ici des places de concert directement et je les ai achetées parce que j'attendais cet artiste, je l'écoute tout le temps. Ils savent que je suis plus enclin à acheter ce type de places les places de concert de tel ou tel artiste. Et ça m'est déjà arrivé 2 fois. Donc, Spotify a des relais de croissance ici. Et j'ai fait une analyse quantitative de Spotify. Et quand je l'écoute aujourd'hui, je peux voir quelles sont les erreurs que j'ai eu à effectuer dans cette analyse-là. Même si je pense que on sait clairement que Spotify ici a des opportunités de croissance. En dehors ici de la musique, je sais qu'il y a des avantages comme des inconvénients dans son business model. Et l'inconvénient, c'est que les entités comme Universal vont demander de plus en plus d'argent. Ça, c'est une certitude.
Donc, Spotify va produire son propre, va peut-être commencer à racheter des labels demain afin de pouvoir construire son propre catalogue et ne plus dépendre des maisons de disques. C'est possible. C'est possible. OK? Donc, il cite ici les spectacles, le divertissement. Le divertissement ici, c'est les Netflix. Hein. Or, on s'est rendu compte que ça s'est très bien passé. Les voyages, le tourisme, les hôtels. Oui, ça, quand même, ils ont morflé pendant cette période-là. Mais seules les entreprises qui avaient un bilan solide ont pu survivre. Bien, certaines également se sont endettées. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, les billets d'avion coûtent de plus en plus cher. Dans le secteur du tourisme et du voyage, aujourd'hui, Booking.com se comporte extrêmement bien. OK? Donc, les difficultés des entreprises de ces industries pourraient se propager à d'autres secteurs et à d'autres entreprises. Alors, on est en 2020. L'auteur a des craintes par rapport à certains secteurs d'activité. On sait aujourd'hui que certains secteurs sont très bien comportés. Ça me permet peut-être de faire le parallèle aujourd'hui avec la crainte de l'intelligence artificielle par rapport à Téléperformance. Je reviens toujours dessus. Dans 3 ou 4 ans, on se dira que c'était un pétard mouillé. Peut-être. Parce que le raisonnement des personnes qui utilisent, qui parlent de téléperformance se limite à l'intelligence artificielle. Or, moi, je pense qu'on devrait toujours questionner les donneurs d'ordre. Et quand vous écoutez, vous lisez les rapports financiers, vous écoutez les conférences calls sur Téléperformance ou bien sur ses concurrents, on vous dit une chose, c'est que oui, c'est là, mais on a les capacités de le faire, mais également nos clients à nous n'ont pas l'ambition de vouloir, ne veulent pas engager leur marque directement avec l'intelligence artificielle en date d'aujourd'hui parce que ça ne répond pas encore complètement ici à leurs attentes. Mais ils ont déjà commencé à travailler. Donc, ces entreprises-là ont pris en considération cette innovation-là. D'accord? Je continue à penser le contraire de ce que tout le monde pense aujourd'hui. Et moi, je suis concordant de nature. Je n'aurais pas forcément raison. Il y a un risque que ça aille mal, mais je ne pense pas qu'au prix, en date d'aujourd'hui, avec les informations que j'ai, que ce soit un mauvais investissement. Je ne pense pas. Je continue à penser que c'est une entité qu'on va revoir aux alentours de 250 €. Et ça, ce n'est que mon avis. Et je me réserve toujours le droit de me tromper. Donc, le titre d'une société comme Amazon est certainement cher, trop cher selon moi. Ce qui n'est pas le cas. Ce que je ne considérais pas comme trop cher. Et vous savez que j'ai du Amazon. D'accord? Et Amazon, je l'ai toujours considéré également comme trop cher. Et je pense même peut-être qu'en 2020, c'est ce que je pensais. Mais clairement, ici, ça ne m'a pas empêché de l'acheter aux alentours de 2021-2022. OK? Et ça ne m'empêche pas de continuer à en racheter aujourd'hui, même au prix actuel. Ne me suivez pas, ne m'écoutez pas, parce que moi, Amazon, les marges actuelles, je sais qu'elles vont avoir tendance à augmenter. Parce que le business model a du sens. Et ça m'étonnerait que ces marges-là n'augmentent pas. OK? Donc, on peut discuter d'Amazon, vous et moi, au-delà des chiffres. Hein. Au-delà des marges, des revenus, etc. Parce que en fait, c'est un business. Alors, les gens ne se rendent pas compte à quel point Amazon est à des années-lumière d'une compagnie e-commerce classique. Et je ne parle pas du segment AWS. Laissons même ce segment-là. Amazon, aujourd'hui, c'est de la publicité. C'est de la publicité. C'est de la publicité. Ils ne dépensent pas un franc pour ça. Aujourd'hui, les gens recherchent directement sur Amazon. Et on vend des places, on vend de la publicité sur Amazon. Et ça rapporte de plus en plus. Et les marges sont élevées. Juste ce segment d'activité-là vaut des centaines de milliards. Et la croissance est élevée. Et de plus en plus élevée. D'accord? Donc, pour terminer l'article ici, alors, il reste que nous pouvons être quasiment certains que l'entreprise survivra non seulement à la crise actuelle, mais qu'elle en profitera grandement pour en émerger encore plus dominant. Donc, il le savait déjà. Donc, j'ai pris un raccourci ici, mais il avait remarqué. On peut certes trouver quantité de titres de sociétés qui sont sensiblement moins chers que celui d'Amazon ou de Netflix. Toutefois, dans bien des cas, on ne peut être aussi certain que ces sociétés sauront traverser la crise. Personnellement, dans le contexte actuel,
Je crois que l'investisseur devrait avant tout s'assurer que ces sociétés traverseront la crise sans trop de difficultés et qu'elles émergeront encore plus fortes. En ce sens, l'évaluation d'un titre devient une considération secondaire. Avant de penser à gagner une course, il faut d'abord s'assurer de pouvoir la terminer. Et pour pouvoir terminer cette course-là, il faut avoir un business model qui a du sens, un bilan financier solide, un management compétent, pour ne citer que ces quelques éléments-là. Donc, un article qui a été écrit en 2020, dans ces conditions-là, 4 ans plus tard, on se rend compte qu'on peut toujours tirer des leçons. Et ces leçons-là peuvent nous servir dans le futur. OK? Donc, ce n'est que mon avis. Je peux également me tromper ici. D'accord? Mais je rappelle toujours que je fais ces vidéos avant tout pour moi. OK? Et j'aime bien prendre la peine de lire ces articles-là parce qu'on n'a plus rien à inventer ici. Tout a déjà été dit. Ce qu'il raconte en date d'aujourd'hui a peut-être été dit en 1980 dans un article également qu'on peut également transposer ce qu'on peut également remettre au goût du jour. OK? C'est comme quand quelqu'un lit l'investisseur intelligent, il va dire ouais, mais les exemples sont vieux, en fait, c'est pas la forme qui est importante, c'est le fond. C'est ça qui est important. Chapitre 8, Monsieur le marché. Lisez-le chaque année quand vous êtes en doute. Il est toujours d'actualité en date d'aujourd'hui. Bref, un like, un abonnement, un commentaire et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. N'hésitez pas, si cet article vous a intéressé, l'auteur en question a écrit, je pense, 2 livres et je pense que le dernier c'est Avantage Bourse qui à peu près, je pense, c'est une collection d'articles qu'il a écrit par le passé dans le journal Les Affaires. Donc comme avec les articles ici de Bernard Mounet, je vous encourage ici à soutenir l'auteur en question en achetant ces livres et vous ne serez certainement pas déçus par rapport à ce que vous allez trouver à l'intérieur. En tout cas, moi, je n'ai pas été déçu. Merci.